Et si tout ce qu'on vous a raconté sur l'histoire américaine cachait quelque chose d'énorme? Quelque chose qui changerait complètement notre compréhension de ceux qui ont habité ce continent avant nous. En 1911, des mineurs ont découvert une grotte au Nevada qui contenait des squelettes humains gigantesques. Des artefacts d'une taille impossible. Des preuves physiques qui semblaient être confirmer une légende amérindienne sur une race de géants mangeurs de chair humaine. Et puis le gouvernement a scellé la grotte pour toujours. Mais ils n'ont pas réussi à sceller la vérité. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va changer radicalement votre façon de penser l'archéologie, l'histoire officielle et ce qui est vraiment caché dans les profondeurs de l'Amérique. Car ce qui s'est passé dans la grotte de Lovelock n'est pas seulement une histoire de géants. C'est l'histoire de la façon dont nous créons des vérités à partir de rien, et comment ces vérités survivent pendant plus d'un siècle, même quand toutes les preuves scientifiques disent le contraire. Nevada, 1911. Le comté de Humboldt était un territoire de prospection. L'or s'était tari, mais il y avait un autre trésor caché dans les grottes du désert. Le guano de chauve-souris. Un engrais précieux pour l'agriculture émergente du XXe siècle. David Pugh et James Hart étaient des mineurs spécialisés dans ce type d'opération. Ils entrèrent dans les grottes, extrayaient le guano accumulé depuis des milliers d'années et le vendaient aux fermiers. Un travail sale, mais lucratif. Lorsqu'ils sont entrés dans la grotte près de la ville de Lovelock, ils s'attendaient à trouver l'habituel. Des mètres d'excréments de chauve-souris compactés, peut-être quelques os d'animaux, rien d'extraordinaire. Mais ce qu'ils y ont trouvé a tout changé, car en creusant à travers les couches de guano, ils ont commencé à découvrir quelque chose de complètement inattendu. Des sandales énormes, 15 pouces de long, environ 38 cm. Pour vous donner une idée, une sandale masculine moyenne mesure environ 27 cm. Celle-ci était 40% plus grande. Et ce n'était pas tout. Des fragments de crâne. Des crânes qui semblaient disproportionnellement grands. Des empreintes de mains sur les parois de la grotte. Des mains qui avaient laissé des traces bien au-dessus de la portée de toute personne de taille normale. Plus ils creusaient, plus ils trouvaient d'artefacts. Des textiles préservés par la sécheresse de la grotte. Des outils. Des restes organiques. Et des os. Beaucoup d'os. C'est là que l'histoire commence à devenir vraiment intéressante. Car David Pugh et James Hart n'étaient pas des archéologues, c'étaient des hommes d'affaires. Et ils savaient qu'ils avaient retrouvé quelque chose qui pouvait valoir bien plus que du guano de chauve-souris. Mais avant de plonger dans ce qu'ils ont fait de cette découverte, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Cette grotte n'était pas vide d'histoire avant 1911. La tribu Paiute, les habitants indigènes originels de cette région du Nevada, avaient des légendes sur ce lieu. Des légendes transmises de génération en génération depuis des centaines, peut-être des milliers d'années. Et ces légendes parlaient de quelque chose de troublant. Les Paiutes appelaient ces êtres les Siteka, des géants aux cheveux roux, des cannibales qui auraient terrorisé les tribus ancestrales. Selon la tradition orale Paiute, les Siteka étaient une race de géants hostiles qui vivaient près du lac Humboldt. Ils ne parlaient pas la langue des Paiutes. Ils étaient agressifs. Et pire, ils dévoraient des êtres humains. Les histoires racontaient que les Siteka attaquèrent les villages Paiutes la nuit, enlevèrent des gens et les ramenaient dans leurs grottes, où ils les dévoraient. Les Paiutes et d'autres tribus alliées finirent par s'unir contre cet ennemi commun. Ils encerclèrent les Siteka dans leur grotte principale et tentèrent de les forcer à sortir. Quand les géants refusèrent, les Paiutes allumèrent un feu gigantesque à l'entrée de la grotte, scellant les Siteka à l'intérieur. Les géants moururent, piégés dans leur propre forteresse, et la grotte devint leur tombeau collectif. Maintenant, réfléchissez avec moi. Voici David Pugh, en 1911, tenant une sandale de 38 cm dans ses mains, regardant des empreintes gigantesques sur les parois de la grotte, trouvant des crânes anormalement grands, tout cela dans une grotte qui, selon les légendes locales, était le tombeau d'une race de géants cannibales. La correspondance était trop frappante pour être une coïncidence. Et voici le détail qui rend tout cela encore plus convaincant. Cette légende n'a pas été inventée après la découverte pour justifier les artefacts. Elle lui était antérieure. Sarah Winnemucca Hopkins, militante Paiute et auteure, avait documenté ces histoires dans son livre « Life Among the Paiutes, Their Wrongs and Claims », publié en 1882. Près de 30 ans avant la découverte de Pugh et Hart, la légende des Siteka était enregistrée, documentée, faisant partie du patrimoine culturel Paiute bien avant que quiconque d'origine non autochtone ne mette les pieds dans cette grotte. Nous avons donc une convergence parfaite.
Une légende ancienne sur des géants cannibales vivant dans une grotte spécifique. La découverte physique d'artefacts de taille anormale dans la même grotte. Pour n'importe qui en 1911, surtout sans le scepticisme scientifique moderne, cela semblait être une confirmation extraordinaire. La mythologie devenait archéologie. Les légendes s'avéraient vraies. Soyons clairs sur un point important ici. Les sandales de 38 cm sont réelles. Elles existent. Elles sont dans des musées aujourd'hui. Vous pouvez les voir. Les crânes trouvés étaient également réels. Les empreintes de mains sur les parois de la grotte sont réelles. Personne ne conteste l'existence physique de ces artefacts. La question n'est pas de savoir s'ils existent. La question est de savoir ce qu'ils signifient vraiment. Mais nous y viendrons. Lorsque la nouvelle de la découverte a commencé à s'ébruiter, quelque chose de prévisible s'est produit. Des gens ont commencé à affluer vers la grotte. Pas des archéologues, du moins pas au début. C'étaient des curieux, des chasseurs de trésors, des journalistes, et surtout des entrepreneurs. Car au début du XXe siècle, il y avait un appétit insatiable pour le merveilleux. Cirques itinérants, spectacles de curiosités, musées de phénomènes, pétés. Barnum avait bâti un empire entier en exploitant le désir humain pour l'extraordinaire, même si certaines choses étaient truquées ou exagérées. Et là, il y avait quelque chose de réel, de tangible, quelque chose qui pouvait attirer des foules payantes. David Pugh et James Hart l'ont vite compris. Ils ont commencé à retirer des artefacts de la grotte, non pas avec le soin méticuleux des archéologues, mais avec l'efficacité d'hommes d'affaires extrayant des ressources précieuses. Sandales géantes, fragments de crâne, outils, textiles, tout ce qui pouvait être déplacé et exposé. Et chaque artefact retiré était accompagné d'une histoire, d'un récit. Regardez cette sandale gigantesque, ayant appartenu à l'un des cannibales Citéka qui terrorisèrent les Paiutes. L'histoire faisait vendre, et vendre était l'objectif. Les journaux locaux ont commencé à couvrir la découverte. Et c'est là que le jeu du téléphone arabe commence. Car les journalistes de 1911 n'avaient pas la même rigueur de vérification que celle que nous attendons aujourd'hui. Si quelqu'un montrait une sandale de 38 cm et disait qu'elle provenait d'un géant, le journal publiait « Une sandale de géant découverte dans le Nevada ». Si des fragments de crâne semblaient gros, le titre était « Des crânes gigantesques confirment une légende indienne ». Chaque itération de l'histoire ajoutait un peu plus de drame, un peu plus d'exagération. Et puis vint l'affirmation centrale, celle qui figure dans le titre de cette vidéo. Des squelettes de 12 pieds, environ 3-7 mètres de haut. D'authentiques géants, pas seulement des personnes de grande taille, mais des êtres qui défieraient toute notre compréhension de la biologie humaine et de l'histoire de l'espèce. Cette affirmation est apparue dans les journaux. Elle a été répétée dans des récits de seconde et troisième main. C'est devenu une partie du récit officiel de la découverte. Lorsque les archéologues mesuraient les fragments de crâne, ils ne pouvaient pas expliquer immédiatement ce qu'ils voyaient. Les crânes étaient visiblement plus grands que la moyenne. Dans ce contexte, sans analyse détaillée, ils semblaient anormaux. Et quand vous combinez des crânes visiblement grands avec des sandales de 38 cm et des empreintes de mains haut placées sur les parois de la grotte, le récit des géants semble non seulement plausible, mais évident. L'Université de Californie a envoyé une équipe, L.L. Loud, du musée d'anthropologie de l'UC, a dirigé les fouilles officielles, comparables aux grandes expéditions académiques que les universités françaises et européennes ont menées pendant la même période. Et c'est là que l'on s'attendrait à ce que la science intervienne et règle tout. Loud et son équipe ont apporté une méthodologie scientifique rigoureuse, datation stratigraphique, catalogage systématique, analyse comparative. Ils étaient emmenés là pour découvrir la vérité, pas pour vendre des billets pour un spectacle de curiosité. Mais les fouilles de Loud ont eu lieu après que les artefacts les plus sensationnels aient déjà été retirés par Pugh et Hart, après que les journaux aient déjà publié des titres à sensation, après que le récit des géants se soit déjà établi dans l'imaginaire public. Et voici quelque chose que vous devez comprendre à propos des récits. Une fois qu'une histoire s'installe dans la conscience collective, il est extrêmement difficile de l'en déloger, même avec des preuves scientifiques contraires. Récapitulons donc où nous en sommes. Nous avons une légende indigène documentée sur des géants dans une grotte spécifique. Nous avons la découverte physique d'artefacts d'une taille inhabituelle dans cette même grotte. Nous avons des journaux publiant des histoires sur des squelettes géants. Nous avons des entrepreneurs qui retirent des artefacts et créent des expositions commerciales. Et nous avons des scientifiques de l'Université de Californie qui tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé là-bas.
Le décor est planté pour l'une des histoires archéologiques les plus durables et controversées d'Amérique. Et voici la partie fascinante. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent est vrai. La grotte existe, les artefacts existent, la légende Paiute existe, la découverte de 1911 a eu lieu, la couverture médiatique a eu lieu, les fouilles de l'UC ont eu lieu. Ce sont tous des faits vérifiables et indiscutables. Mais que signifient réellement ces faits? C'est une toute autre question. Et la réponse va révéler quelque chose de bien plus intéressant que des géants. Elle va révéler comment fonctionne la machine à créer des mythes, comment nous transformons des preuves normales en récits extraordinaires, et comment ces récits survivent pendant plus d'un siècle, résistant à toute tentative de les discréditer. Car voici ce qui a commencé à se produire après que la découverte initiale a fait la une. Des entrepreneurs touristiques se sont abattus sur Lovelock comme des vautours sur une carcasse. La grotte n'était plus seulement un site archéologique, c'était une attraction, une opportunité commerciale. Et plus l'histoire était extraordinaire, plus les gens paieraient pour voir les artefacts ou visiter le site. Alors quelle était l'incitation à garder les choses dans une perspective scientifique? Aucune. L'incitation était d'amplifier, d'exagérer, de sensationnaliser. De grandes sandales sont devenues des sandales de géants. Des crânes légèrement au-dessus de la moyenne sont devenus des crânes colossaux. Des empreintes de mains sur les murs sont devenues la preuve d'être de 12 pieds de haut. Et chaque fois que l'histoire était racontée, dans chaque journal, dans chaque spectacle itinérant, dans chaque discussion de bar, elle grandissait un peu plus. Pas forcément parce que quelqu'un mentait délibérément, mais parce que les humains adorent une bonne histoire. Et une histoire de géants cannibales vivant dans le Nevada est objectivement plus intéressante que des personnes de taille normale ont vécu dans une grotte. Les journaux de l'époque évoluaient dans un environnement complètement différent du journalisme moderne. Il n'y avait pas de vérification professionnelle des faits. Il n'y avait pas de responsabilité juridique stricte pour les fausses affirmations. Si une histoire faisait vendre des journaux, elle était publiée. Et les histoires de géants faisaient très bien vendre. Vous aviez donc des journaux en concurrence les uns avec les autres pour publier la version la plus sensationnelle de la découverte de Lovelock. Un journal affirmait que les squelettes mesuraient 10 pieds. Le suivant disait 12 pieds. Un autre disait 15 pieds. Il n'y avait aucun contrôle, aucun mécanisme de correction. Et les artefacts? Ils étaient exposés dans des spectacles commerciaux, où les exploitants pouvaient les présenter comme bon leur semblait. Une sandale de 38 cm peut paraître énorme, lorsque vous la placez sur un piédestal dramatique, que vous l'éclairez correctement et que vous l'accompagnez d'une plaque indiquant « Sandale de géant CTK ». Un fragment de crâne peut sembler massif lorsque vous l'exposez sans contexte comparatif à côté de crânes normaux. La présentation visuelle crée la perception. Et la perception, surtout chez un public sans éducation archéologique, crée la croyance. Vous vous souvenez de ces grands cirques du 19e siècle? Celui de Barnum en Amérique? Ou les cirques itinérants français qui fascinèrent les foules? Tous partageaient le même secret. Les gens adorent être émerveillés. Nous voulons tous croire en des choses extraordinaires. Nous voulons tous que le monde soit plus magique, plus mystérieux qu'il n'y paraît. Et quand quelqu'un nous présente des preuves physiques apparentes de quelque chose d'extraordinaire, notre inclination naturelle n'est pas de remettre en question, c'est d'accepter, c'est de s'émerveiller. C'est de raconter aux autres cette chose incroyable que nous avons découverte. La machine à sensationnalisme tournait à plein régime. Et plus l'histoire circulait, plus elle se solidifiait. La répétition crée la familiarité. La familiarité crée le confort. Le confort crée la croyance. En quelques années, l'idée que des géants avaient vécu dans la grotte de Lovelock n'était plus une théorie spéculative. Pour beaucoup de gens, c'était un fait accepté. Après tout, tout le monde en parlait. C'était dans les journaux. Il y avait des artefacts exposés. Il y avait même des scientifiques de l'Université de Californie qui enquêtaient. Comment cela pourrait-il ne pas être vrai? Mais voici la question cruciale que j'ai besoin que vous compreniez avant de passer à la partie suivante de cette histoire. La vérité scientifique et la vérité populaire ne sont pas toujours la même chose. En fait, elles le sont rarement. La science opère par une méthodologie rigoureuse, une analyse minutieuse et des conclusions prudentes basées sur des preuves vérifiables. La culture populaire fonctionne par le récit, l'émotion et ce qui est le plus intéressant ou convaincant, indépendamment des preuves. Et quand ces deux formes de vérité entrent en conflit, devinez laquelle gagne généralement devant le tribunal de l'opinion publique? Ce n'est pas la scientifique, c'est le récit. Parce que les récits sont la façon dont nous,
humains, comprenons le monde. Les données sont abstraites. Les statistiques sont froides. Mais une histoire de géants cannibales piégés dans une grotte par des indigènes courageux, ça, c'est concret. C'est émotionnel. Ça reste gravé dans la mémoire. Ainsi, pendant que L.L. Loud et son équipe cataloguaient et analysaient méticuleusement chaque fragment d'os, chaque morceau de textile, chaque artefact trouvé dans la grotte, le récit populaire avait déjà pris une bonne longueur d'avance sur eux. Et ce qu'ils allaient finalement découvrir remettrait complètement en question ce récit. Mais les preuves scientifiques suffiraient-elles à défaire des années de sensationnalisme et de croyances enracinées? Nous sommes sur le point de le découvrir. Car ce qui s'est passé ensuite allait créer l'un des mystères archéologiques les plus durables d'Amérique. Et cela n'avait absolument rien à voir avec des géants. Cela avait à voir avec quelque chose de bien plus révélateur sur la nature humaine, sur la façon dont nous créons et préservons les mythes, sur la façon dont les preuves peuvent être présentées de manière à déformer complètement leur signification réelle. Et sur pourquoi, plus d'un siècle plus tard, des millions de personnes croient toujours que le gouvernement américain a scellé pour toujours une grotte contenant des preuves d'une race perdue de géants. Spoiler, la grotte n'est pas scellée. Vous pouvez la visiter. Les artefacts ne sont pas cachés. Ils sont dans des musées publics. Et les géants? Eh bien, c'est la partie de l'histoire qui va complètement changer votre façon de penser l'information, l'autorité et ce que signifie vraiment chercher la vérité dans un monde saturé de récits concurrents. Car la découverte de Lovelock n'est pas une histoire sur le passé, c'est une histoire sur le présent, sur la façon dont nous consommons l'information, sur la façon dont nous décidons quoi croire, et sur les mécanismes invisibles qui transforment des faits neutres en récits chargés qui peuvent survivre pendant des générations, même quand toutes les preuves scientifiques disent le contraire. Alors, respirez profondément. Le voyage ne fait que commencer. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir ne changera pas seulement votre façon de voir la grotte de Lovelock. Cela changera la façon dont vous voyez toutes les informations qui vous parviennent. Parce que les mêmes schémas qui ont créé le mythe des géants en 1911 créent de la désinformation virale aujourd'hui, en 2026. Et une fois que vous avez vu le mécanisme, impossible de l'ignorer. Mais la véritable histoire ne se déroulait pas à l'intérieur de la grotte. Alors que L.L. Loud et son équipe de l'Université de Californie cataloguaient soigneusement chaque fragment d'os, chaque morceau d'artefact, chaque marque sur les parois de la grotte, quelque chose de très différent se passait dehors. Quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec l'archéologie, et tout à voir avec l'argent. Laissez-moi vous poser une question qui va changer complètement votre façon de voir cette histoire. Qui a profité du récit des géants? Pas les scientifiques, pas les archéologues. Ils faisaient leur travail méticuleux et fastidieux de mesure, de catalogage et d'analyse. Alors qui avait intérêt à ce que cette histoire se répande? Qui gagnait à l'idée qu'il y avait des squelettes de 3,50 m cachés dans une grotte du Nevada? La réponse est si évidente que vous n'y avez probablement même pas pensé. Les opérateurs touristiques, les entrepreneurs, des gens qui ont vu une opportunité en or sortir littéralement du sol d'une grotte et qui se sont dit « Comment transformer ça en profit ?» Nous sommes au début des années 1900. Le Nevada n'était pas exactement une destination touristique de premier plan comme pouvaient l'être certaines régions d'Europe. C'était le désert, c'était isolé. Pour la plupart des gens, même aux États-Unis, c'était un endroit qu'on traversait pour aller ailleurs, quelque part de mieux. Mais soudain, vous avez une grotte. Et ce n'est pas n'importe quelle grotte. C'est une grotte avec des artefacts géants. Des sandales de 38 cm, des crânes qui semblent plus gros que la normale, des empreintes de mains sur les murs qui sont d'une grandeur impressionnante, et une légende amérindienne qui parle de géants cannibales aux cheveux roux. Vous imaginez la conversation. Un homme d'affaires malin regardant cette découverte et pensant « c'est de l'or pur, pas le minerai, l'or touristique. Et voici la partie géniale, la partie qu'il faut saisir si vous voulez comprendre comment cette histoire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. » Ils n'avaient pas besoin de mentir, du moins pas complètement. Ils avaient juste besoin de présenter la vérité d'une manière très spécifique, une manière qui conduisait les gens à des conclusions que les preuves, techniquement, ne soutenaient pas, mais que l'imagination humaine, elle, soutenait certainement. Pensez-y. Vous êtes un opérateur touristique au Nevada au début des années 1900. Vous venez d'entendre parler de cette grotte. Vous vous y rendez. Vous voyez les sandales, 38 cm de long. Vous voyez les crânes. Oui, ce sont des crânes humains normaux, mais si vous les photographiez sous le bon angle, avec la bonne perspective, ils paraissent énormes. Vous voyez les empreintes de mains. Grandes,
mais pas impossible pour un humain de grande taille. Et vous entendez la légende Paiute des Sitéka. Maintenant, vous pourriez présenter cela honnêtement. Vous pourriez dire, voici quelques artefacts intéressants d'une culture ancienne. Et il y a une légende fascinante associée au lieu. Venez voir, c'est une expérience culturelle et archéologique unique. Ou vous pourriez dire, venez voir la grotte où nous avons découvert des squelettes de géants de 3,50 m. Venez voir les preuves d'une race perdue de géants cannibales. Venez voir de vos propres yeux ce que le gouvernement et les scientifiques ne veulent pas que vous sachiez. Laquelle de ces deux approches vendrait le plus de billets, à votre avis? Exactement. Et c'est là l'origine du mythe. Ce n'était pas un scientifique fou inventant des données. Ce n'était pas le gouvernement essayant de cacher quelque chose. C'était quelque chose de bien plus banal, bien plus humain et bien plus compréhensible. C'était une question de profit et d'intérêt commercial. C'était un système où l'argent prime sur la vérité, où sensationnalisme égale vente. C'était quelqu'un identifiant une opportunité et l'exploitant de la manière la plus lucrative possible. Et ils étaient doués pour ça. Incroyablement doués. Ils ne se contentaient pas de présenter les artefacts de manière visuellement trompeuse. Ils créaient des récits, ils racontèrent des histoires. Ils prenaient cette légende Paiute, qui dans sa forme originale était une histoire complexe de conflits tribal et de culture, et la simplifiaient en quelque chose de beaucoup plus vendeur. Des géants cannibales mangeurs d'hommes exterminés par les courageux ancêtres indigènes. Et puis vint l'amplification, parce que c'est une chose d'avoir des entrepreneurs locaux racontant des histoires sensationnelles aux touristes. C'en est une autre complètement différente quand les journaux entrent en jeu. Au début des années 1900, les journaux américains n'avaient pas les normes de vérification que nous prétendons avoir aujourd'hui. Notez bien. J'ai dit « prétendons », pas « avons », car nous en parlerons dans un instant. Pendant ce temps, en Europe, la presse était déjà plus stricte et organisée. Mais même là, les histoires sensationnelles trouvèrent leur chemin. Un reporter entendait une histoire intéressante, surtout une histoire sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sortait de l'ordinaire, et il la publiait, sans vérification des sources, sans consulter d'experts, sans scepticisme critique. Alors, vous commencez à voir les gros titres. Des squelettes géants découverts au Nevada. Une grotte révèle une race perdue de géants. Des preuves d'anciens géants confirment les légendes indigènes. Et chaque gros titre présentait les mêmes artefacts, les mêmes découvertes que L.L. Loud documentait méticuleusement. Mais la présentation était complètement différente. Loud écrivait « Nous avons trouvé des restes humains qui, selon une analyse préliminaire, semblent appartenir à des individus Paiutes ou Shoshone, de taille normale, avec quelques variations individuelles de taille et de structure osseuse, cohérentes avec la diversité génétique normale des populations humaines. » Les journaux écrivaient « Des scientifiques découvrent des squelettes de géants de 3,50 m dans une grotte du Nevada, confirmant les anciennes légendes d'une race perdue de titans cannibales. » Même découverte. Présentation radicalement différente. Et devinez quelle version s'est répandue le plus vite? Devinez quelle version les gens ont retenue? Devinez quelle version circule encore plus d'un siècle plus tard? Pas la version scientifique, ce n'est jamais la scientifique. Et voici le mécanisme spécifique que vous devez comprendre, car ce même mécanisme est à l'œuvre aujourd'hui, en ce moment même, en 2026, dans la façon dont l'information se propage sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos virales. C'est le mécanisme de la répétition qui crée la vérité. Ça marche comme ça. Quelqu'un fait une affirmation. Dans ce cas, des géants ont existé et ont été trouvés au Nevada. Cette affirmation est publiée dans un journal. Puis un autre journal reprend l'histoire du premier et la republie, peut-être en ajoutant un détail ou deux. Puis un autre journal fait la même chose. Et un autre. Et encore un autre. À chaque republication, l'histoire change un peu, pas radicalement. Juste de petits ajustements. Peut-être que dans un journal, les squelettes sont décrits comme mesurant 2,40 m. Dans le suivant, 2,70 m. Dans celui d'après, 3 mètres. Et finalement, quelqu'un écrit 3,50 m. Et ce chiffre spécifique reste parce qu'il est plus dramatique, plus mémorable. Et voici le point critique. Aucun de ces journaux ne vérifie l'affirmation originale. Ils ne font que citer d'autres journaux qui n'ont pas vérifié non plus. C'est une chaîne de non-vérification. Chaque maillon ajoutant un peu plus de sensationnalisme, un peu plus de drame, jusqu'à ce que l'histoire finale n'ait absolument plus aucune ressemblance avec la réalité archéologique originale. Mais parce qu'elle a été publiée tant de fois, dans tant d'endroits différents, par tant de sources apparemment indépendantes, elle gagne un vernis de crédibilité.
Les gens pensent, eh bien, si tant de journaux rapportent cela, il doit y avoir une part de vérité. Tout ne peut pas être faux si tant de sources le confirment, n'est-ce pas? Faux. Complètement faux. Parce que toutes ces sources buvaient à la même source contaminée. Elles se citaient toutes les unes les autres, créant une chambre d'écho de désinformation où la répétition a été confondue avec la confirmation. Et les tours opérateurs adoraient ça. Chaque nouveau gros titre était de la publicité gratuite. Chaque republication amenait plus de visiteurs. Plus de visiteurs signifiait plus de revenus. Et plus de revenus signifiait plus d'incitation à continuer de promouvoir le récit des géants, même quand les preuves scientifiques commençaient déjà à raconter une histoire très différente. Mais le véritable coup de maître, la chose qui a vraiment ancré le mythe dans l'imaginaire public, ce n'était pas seulement ce qui était dit. C'était la façon dont c'était montré. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la présentation visuelle qui va changer complètement votre façon de voir les photographies historiques. Quand vous prenez une photo d'un crâne humain normal, et que vous le placez à côté, disons, d'un crâne d'enfant ou d'un objet de référence délibérément petit, et qu'ensuite vous photographiez sous un angle spécifique, avec un éclairage spécifique, vous pouvez faire paraître ce crâne normal gigantesque. Pas parce qu'il est géant, mais parce que notre perception de la taille est relative. Il n'y avait pas Photoshop en 1911. Mais il y avait des trucs de perspective. Il y avait une composition photographique intentionnelle. Et il y avait la compréhension, même à cette époque, que les gens croient ce qu'ils voient, plus que ce qu'ils lisent. Alors vous aviez des expositions où des crânes parfaitement normaux étaient présentés comme gigantesques. Des sandales qui, oui, étaient grandes, 38 cm, mais qui auraient pu facilement être faites pour des humains de grande taille ou avoir un but cérémoniel, étaient exposées comme preuve de géants de 3 mètres. Des empreintes de mains qui étaient grandes mais pas impossibles, étaient photographiées de manière à les faire paraître colossales. Et les gens y croyaient. Car pourquoi ne l'auraient-ils pas cru? Ils le voyaient de leurs propres yeux. Ou du moins, ils le pensaient. Et quand les scientifiques ont mesuré les véritables restes, des décennies plus tard, ils ont trouvé quelque chose de choquant. Complètement, absolument choquant par sa banalité. Les squelettes étaient de taille totalement normale. Des humains ordinaires, des Paiutes, des Shoshones, des populations indigènes locales. Pas de géants. Pas de 3,50 m de haut. Rien qui ne justifie le récit sensationnel qui avait dominé l'imaginaire public pendant des décennies. Mais à ce stade, cela n'avait plus d'importance. Le récit était déjà établi. L'histoire était déjà racontée. Et voici quelque chose de fondamental sur la nature humaine que vous devez comprendre si vous voulez naviguer dans le monde moderne de l'information. Une fois qu'un récit s'installe, les preuves contraires ne le détruisent pas. En fait, parfois elles le renforcent. Parce que les gens qui se sont investis émotionnellement dans le récit réinterprètent simplement les nouvelles preuves de manière à ce qu'elles collent à l'histoire à laquelle ils croient déjà. Les scientifiques disent que les squelettes sont normaux? Eh bien, évidemment qu'ils disent ça. Ils font partie de la dissimulation. Ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité. Ils protègent le récit officiel. Vous voyez comment ça marche? La preuve scientifique, au lieu de corriger le mythe, devient une partie du mythe. Le démystification devient la preuve du complot. La tentative de corriger l'erreur ne fait qu'approfondir la croyance en l'erreur originale. Et les archéologues le savaient. L. Lood et son équipe savaient qu'ils menaient une bataille perdue d'avance. Ils avaient les preuves. Ils avaient les mesures. Ils avaient l'analyse forensique. Ils avaient tout ce que la science exige pour établir la vérité avec une confiance raisonnable. Mais ils avaient aussi quelque chose qui jouait contre eux. Ils avaient une histoire qui avait déjà capturé l'imaginaire de l'Amérique. Une histoire qui était plus intéressante, plus excitante, plus compatible avec ce que les gens voulaient croire que la vérité scientifique, relativement banale. Des géants cannibales piégés dans une grotte par de courageux guerriers indigènes, c'est une histoire incroyable. C'est épique. C'est mémorable. C'est le genre de choses que vous racontez à vos amis, dont vous vous souvenez des années plus tard, qui capturent l'imagination et ne la lâchent plus. Une ancienne population indigène qui vivait dans une grotte, créait des artefacts intéressants et a fini par migrer ou mourir de causes naturelles normales. C'est de l'archéologie, c'est de l'histoire, c'est la vérité. Mais ce n'est pas une bonne histoire à raconter au coin du feu. Et les humains aiment les histoires au coin du feu plus qu'ils n'aiment les vérités scientifiques. Ils les ont toujours aimées. Ils les aimeront toujours. C'est inscrit dans notre cerveau. Le récit est la façon dont nous traitons l'information. Les données sont abstraites. Les statistiques sont froides, mais une histoire de géant, ça reste, ça perdure, ça se propage.
La question à laquelle L.L. Lood et son équipe étaient confrontés n'était donc pas « Pouvons-nous prouver que les géants n'ont pas existé ?» Ils le pouvaient, ils l'ont fait. La question était « Pouvons-nous amener les gens à croire aux preuves quand l'alternative est tellement plus intéressante ?» Et la réponse, comme nous allions le découvrir au cours des décennies suivantes, était complexe. Car les preuves scientifiques ont un problème fondamental lorsqu'elles entrent en concurrence avec des mythes populaires. Les preuves exigent de l'attention. Elles exigent de comprendre la méthodologie. Elles exigent d'avoir confiance en l'autorité scientifique. Elles exigent de lire des rapports denses, d'examiner des données, de saisir des nuances. Les mythes exigent seulement que vous écoutiez une histoire captivante, que vous voyiez une photo impressionnante, que vous ressentiez ce frisson de possibilité, cette sensation que peut-être, juste peut-être, le monde est plus étrange et plus merveilleux que nous le pensions. Et quand vous mettez ces deux choses en compétition, la preuve scientifique contre le récit mythique, dans un environnement où les journaux republient des histoires sensationnelles sans vérification, où les opérateurs touristiques promeuvent activement le récit le plus lucratif, où la structure même de la diffusion de l'information favorise le sensationnel au détriment de l'exactitude, la science fait face à une bataille ardue, une bataille très ardue. Mais Loud et son équipe n'ont pas abandonné. Ils avaient les preuves, ils avaient la vérité. Et ils croyaient, peut-être naïvement, que la vérité finirait par prévaloir. Que des preuves soigneusement documentées, une méthodologie rigoureuse et une analyse scientifique solide finiraient par l'emporter sur le sensationnalisme et l'exploitation commerciale. Alors ils ont fait leur travail. Ils ont catalogué chaque trouvaille. Ils ont mesuré chaque os. Ils ont documenté chaque artefact. Ils ont appliqué les meilleures méthodes archéologiques disponibles à l'époque. Et puis ils ont publié leurs découvertes dans des revues académiques, dans des rapports de musées, dans des communications scientifiques formelles. Et savez-vous combien de personnes ont lu ces rapports scientifiques? Comparé à combien ont lu les gros titres sensationnalistes dans les journaux? Une fraction. Une toute petite, minuscule fraction. Parce que les rapports scientifiques sont ennuyeux. Ils sont techniques. Ils utilisent un langage spécialisé. Ils nuancent chaque affirmation. Ils admettent l'incertitude là où elle existe. Ils ne vous donnent pas de réponse définitive et excitante. Ils vous donnent des conclusions provisoires basées sur les preuves disponibles, sujettes à révision à mesure que de nouvelles données émergent. C'est ainsi que fonctionne la science. C'est aussi pourquoi la science a du mal à rivaliser avec les mythes dans la sphère publique. Parce que la science est honnête sur ses limites. Les mythes n'ont pas ces limites. Les mythes peuvent affirmer n'importe quoi avec une confiance totale, car ils ne sont pas contraints par des preuves. Nous y étions donc, début des années 1900. Deux récits luttant pour dominer l'imaginaire public. L'un basé sur des preuves archéologiques minutieuses, une méthodologie scientifique rigoureuse et une analyse prudente. L'autre basé sur l'exploitation commerciale, l'amplification journalistique sans vérification et l'éternel attrait humain pour des histoires de choses impossibles se produisant dans le monde réel. Et le récit scientifique avait des preuves, mais le récit mythique avait quelque chose de plus puissant. Il avait la répétition. Il avait la présentation visuelle, il avait l'attrait émotionnel, et il avait une infrastructure économique, des gens ayant un intérêt financier direct à le maintenir en vie, à le promouvoir, à le diffuser. Les archéologues avaient dans la preuve. Mais pourraient-ils surmonter une histoire qui avait déjà capturé l'imagination de l'Amérique? Des preuves soigneusement documentées pourraient-elles rivaliser avec des photographies visuellement impressionnantes et des titres sensationnels? La méthodologie scientifique pourrait-elle prévaloir contre la machine d'amplification de la désinformation qui fonctionnait déjà à plein régime, des décennies avant Internet, des décennies avant les réseaux sociaux, mais utilisant exactement les mêmes mécanismes psychologiques qui rendent la désinformation virale aujourd'hui? La réponse va vous surprendre, et elle changera complètement votre façon de penser l'information, l'autorité, et ce que signifie vraiment chercher la vérité dans un monde où des récits concurrents se battent constamment pour votre attention, votre croyance, votre partage. Car ce que L.L. Lood et son équipe étaient sur le point de découvrir ne concernait pas seulement l'archéologie. C'était sur la nature même de la vérité, sur la façon dont elle est établie, dont elle est contestée, et sur pourquoi parfois la vérité ne suffit pas. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez besoin de comprendre les mécanismes par lesquels la croyance se forme. Et une fois que vous comprenez ces mécanismes, non seulement vous voyez la grotte de Lovelock différemment, vous voyez tout différemment. Êtes-vous prêt à voir ce qui s'est passé quand la science a finalement confronté le mythe de front?
Quand des preuves rigoureuses ont rencontré une croyance établie? Quand la vérité archéologique a tenté de déloger des décennies de sensationnalisme commercial? Parce que ce qui s'est passé ensuite n'explique pas seulement pourquoi le mythe de Lovelock a survécu. Cela explique pourquoi tant de mythes survivent. Pourquoi la désinformation persiste même lorsqu'elle est démystifiée. Pourquoi des récits faux peuvent prospérer pendant des générations, transmis de personne à personne, de média à média, chaque répétition ajoutant une autre couche de crédibilité apparente, jusqu'à ce que le mensonge devienne indiscernable de la vérité dans l'esprit du public. Et une fois que vous voyez ce schéma ici, vous le verrez partout, parce qu'il est partout, opérant en ce moment même, dans les nouvelles que vous lisez, dans les vidéos que vous regardez, dans les histoires que vous partagez, exactement les mêmes mécanismes, la même exploitation des biais psychologiques, la même dynamique entre vérité et récit. Sauf que maintenant, avec Internet, tout se passe plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce qui a pris des décennies à s'installer en 1911 peut s'installer en quelques jours en 2026. Mais les principes fondamentaux, identiques. Absolument identiques. Et une fois que vous les avez compris, vous ne serez plus jamais dupé de la même manière. Vous aurez les outils. Vous aurez la conscience. Vous aurez la capacité de voir au-delà des apparences pour percevoir la réalité sous-jacente. Et cela commence par comprendre ce qu'il s'est passé lorsque les archéologues ont enfin réuni toutes leurs preuves, terminé toutes leurs analyses, préparé toutes leurs démonstrations. Lorsqu'ils étaient là prêts à dire, définitivement, sans ambiguïté, il n'y avait pas de géant à Lovelock Cave. Que s'est-il passé lorsqu'ils ont fait cette déclaration? Comment le public a-t-il réagi? Comment les médias ont-ils répondu? Et plus important encore, pourquoi, plus d'un siècle plus tard, des millions de personnes croient-elles encore le contraire? Les réponses vous en apprendront plus sur la façon dont les humains traitent l'information que 1000 manuels de psychologie. Car ce n'est pas de la théorie. C'est une expérience du monde réel, qui se déroule sur un siècle testant une seule hypothèse. La vérité peut-elle l'emporter sur un mensonge bien raconté? Et le résultat? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Mais l'équipe de L.L. Lood savait qu'elle détenait des preuves qui changeraient tout. Lorsque le musée d'anthropologie de l'Université de Californie a envoyé ses archéologues à Lovelock Cave au début des années 1910, ils ne sont pas arrivés avec des journalistes et des caméras. Ils sont arrivés avec des outils de mesure, des protocoles de documentation et un engagement qui sépare la science du divertissement. Enregistrer la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être décevante pour les touristes qui payaient leurs billets. L. Lood était un homme méthodique. Chaque fragment d'os était catalogué. Chaque artefact recevait un numéro d'enregistrement. Chaque mesure était vérifiée 2 fois, car il comprenait quelque chose de fondamental en archéologie. On ne peut pas défaire une fouille. Une fois que l'on retire quelque chose du sol, le contexte est perdu à jamais. Alors on documente tout comme si sa réputation professionnelle en dépendait. Parce que c'est le cas. Et quand son équipe a commencé à mesurer les restes squelettiques trouvés à Lovelock Cave, une chose est devenue immédiatement claire. Une chose qui contredisait complètement les gros titres des journaux, les brochures touristiques, les histoires qui se racontèrent déjà dans tout le pays. Les os étaient tout à fait normaux. Une taille humaine normale. Des proportions humaines normales. Ils n'avaient rien de gigantesque. Maintenant, laissez-moi être très précis sur ce que cela signifie. Quand vous entendez « squelette de 12 pieds », vous imaginez des os proportionnellement plus grands dans toutes les dimensions, n'est-ce pas? Des fémurs massifs, des crânes énormes, des vertèbres de la taille de poing serrés. C'est ce qu'un vrai géant laisserait derrière lui. Ce que L.L. Lood a trouvé, ce sont des restes squelettiques, mesurant entre 1,60 m et 1,80 m. Ce n'est pas un géant. C'est un humain adulte normal des peuples Paiutes ou Shoshoné qui ont habité le Nevada pendant des milliers d'années. Et l'analyse légale a confirmé exactement cela. Il s'agissait d'indigènes, enterrés sur leurs propres terres ancestrales, utilisant des techniques d'inhumation documentées dans des dizaines d'autres sites archéologiques de toute la région. Alors, d'où viennent les géants? Voici ce qui s'est passé. Vous souvenez-vous de ces sandales de 15 pouces que j'ai mentionnées plus tôt? Elles sont réelles, elles existent. Vous pouvez les voir au Humboldt Museum à Winnemucca, dans le Nevada, encore aujourd'hui. Et quand les entrepreneurs touristiques les ont montrées au public au début des années 1900, ils ont posé une question apparemment raisonnable. Quel genre de personne porterait une sandale de 15 pouces? Et les gens, étant humains, ont fait une simple supposition. Une personne avec des pieds de 15 pouces.
ce qui signifie une personne d'environ 3,50 m de haut, si l'on extrapole les proportions. Et c'est ainsi qu'est né le géant. Non pas de preuves réelles, mais d'une déduction logique sur un artefact sans contexte. Mais voici ce que les scientifiques ont découvert en examinant ces sandales de plus près. Elles n'étaient pas nécessairement faites pour être portées par des humains. De nombreuses cultures indigènes créaient des chaussures de cérémonie aux tailles exagérées, des objets rituels destinés à représenter des concepts spirituels, non l'anatomie physique. D'autres sandales de taille similaire ont été trouvées dans des endroits où elles étaient clairement utilisées pour transporter des objets lourds à travers des terrains arides, fonctionnant davantage comme des raquettes que comme des chaussures conventionnelles, répartissant le poids sur une plus grande surface. Et ces crânes, énormes, qui ont été exposés. Lorsque vous les comparez aux mesures anthropométriques standards, ils se situent bien dans la fourchette normale de l'Homo sapiens. Mais lorsque vous les photographiez sous certains angles, surtout sans référence d'échelle à côté, et que vous publiez ensuite ces photos dans des journaux en noir et blanc avec des titres accrocheurs, ils semblent soudain monumentaux. C'est une leçon de psychologie visuelle. Le cerveau humain juge la taille par le contexte. Supprimez le contexte et vous pouvez faire paraître extraordinaire un objet ordinaire. Les entrepreneurs touristiques l'avaient compris, même s'ils n'avaient jamais étudié la psychologie cognitive. Ils savaient qu'un crâne sur une table, photographié en contre-plongée, sans rien à côté pour la comparaison, paraissait gigantesque. C'est donc ce qu'ils montraient. Mais qu'en est-il des empreintes de mains sur la paroi de la grotte? Ces empreintes soi-disant énormes qui étaient censées prouver que des géants avaient vécu là. L. Loud a enquêté là-dessus aussi. Et ce qu'il a trouvé était fascinant. Il y avait des marques de mains sur les murs. Mais quand on les mesure correctement, en tenant compte de la texture irrégulière de la roche et de l'effet d'aplatissement qui se produit lorsqu'on appuie une main en 3 dimensions contre une surface en 2 dimensions, elles étaient de taille humaine normale. En fait, certaines étaient plus petites que la moyenne, suggérant que des enfants avaient joué dans la grotte. Plus tard, dans les années 1980, lorsque la datation au carbone 14 et l'anthropologie médico-légale ont fait des progrès significatifs, des scientifiques sont retournés examiner les restes de la grotte de Lovelock avec une technologie moderne. Ils ont mené des analyses isotopiques des os. Ils ont examiné les modèles d'usure dentaire. Ils ont étudié les techniques d'inhumation. Et tout a confirmé la même conclusion. Il s'agissait de peuples Paiutes et Shoshones, vivant des vies normales dans le Nevada, mourant à des âges normaux, enterrés par leur famille, selon des pratiques culturelles normales. Il n'y avait pas de géants. Il n'y a jamais eu de géants. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que L. Loud a découvert et qui a encore compliqué le récit. Il a trouvé des preuves que certains des plus gros ossements de la grotte n'étaient pas humains. Ils appartenaient à la mégafaune, des os de paresseux géants, de chameaux préhistoriques et d'autres grands mammifères qui habitaient le Nevada au Pléistocène, il y a plus de 10 000 ans. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Certaines cultures indigènes utilisaient des ossements de mégafaune à des fins cérémonielles. Un fémur de paresseux géant est considérablement plus grand qu'un fémur humain. Si vous n'êtes pas un paléontologue qualifié et que vous trouvez cet os dans une grotte à côté de restes humains, vous pouvez facilement supposer qu'il appartient à un humain gigantesque. Et si vous êtes un entrepreneur touristique essayant de vendre des billets, et que quelqu'un vous apporte un énorme os de jambe et vous dit « j'ai trouvé ça avec les squelettes », vous n'allez pas dépenser de l'argent pour engager un expert afin de déterminer s'il s'agit d'un humain ou d'un paresseux disparu. Vous allez le mettre en vitrine avec une plaque indiquant « os de géant » et commencer à faire payer l'entrée. C'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas un complot élaboré. C'était de l'ignorance opportuniste. Des gens qui n'en savaient pas plus faisant des suppositions raisonnables, et puis d'autres qui savaient la vérité, mais choisissant de ne pas corriger ces suppositions parce que cela aurait nui aux affaires. Nous arrivons donc au moment critique. L. Loud et son équipe du musée d'anthropologie de l'Université de Californie avaient terminé leur analyse. Ils avaient toutes les preuves. Ils avaient toutes les mesures. Ils avaient toutes les photographies avec les échelles appropriées. Ils avaient une identification médico-légale confirmant l'origine Paiute et Shoshone. Ils avaient des explications alternatives pour chaque artefact géant. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour dire définitivement, sans ambiguïté. Il n'y avait pas de géant dans la grotte de Lovelock. Il n'y en a jamais eu. Le squelette de 12 pieds n'a jamais existé. Chaque os, chaque mesure, chaque photographie racontait la même histoire.
c'étaient des humains normaux. Mais voici ce que les scientifiques n'ont pas réussi à expliquer, ce qui les empêchait de dormir la nuit, ce qui les a profondément déconcertés alors qu'ils préparaient leur rapport pour publication. Pourquoi le mythe survivrait-il? Ils avaient les preuves, ils avaient la vérité, ils avaient le poids de la crédibilité institutionnelle derrière eux. Le musée d'anthropologie de l'Université de Californie n'était pas une obscure opération, c'était, et c'est toujours, l'une des institutions archéologiques les plus respectées d'Amérique. Lorsqu'ils ont publié leur découverte, cela aurait dû mettre fin à l'histoire des géants immédiatement. Mais cela n'a pas été le cas. Voici pourquoi. Lorsque L.L. Loud a publié ses résultats dans des rapports universitaires, qui les a lus? D'autres archéologues, des universitaires, des étudiants spécialisés, des gens qui comprenaient déjà la méthodologie scientifique et faisaient confiance aux preuves empiriques. Savez-vous qui n'a pas lu les rapports universitaires? Les dizaines de milliers de personnes qui avaient lu les titres sensationnalistes des journaux. Les familles qui avaient visité les expositions touristiques. Les enfants qui avaient entendu des histoires de géants aux cheveux roux racontées par leurs grands-parents. Ces gens n'ont jamais vu la correction. Et même s'ils l'avaient vue, quelque chose de fascinant se serait produit. Quelque chose qui révèle une vérité profonde sur la façon dont le cerveau humain traite l'information. Lorsque vous présentez à quelqu'un des preuves qui contredisent une croyance existante, surtout une croyance émotionnellement résonante, surtout une croyance liée à un sentiment d'émerveillement ou de mystère, le cerveau n'accepte pas automatiquement la nouvelle information. Il résiste. Les psychologues appellent cela le biais de confirmation. Une fois que vous croyez en quelque chose, votre cerveau recherche activement des informations qui confirment cette croyance et rejette activement les informations qui la contredisent. Ce n'est pas de la bêtise, c'est de la neurologie. C'est ainsi que fonctionnent tous les cerveaux humains, y compris le mien, y compris le vôtre. Alors, quand L.L. Loud a dit « il n'y a pas de géants », les gens qui voulaient y croire aux géants ont entendu autre chose. Ils ont entendu des scientifiques universitaires disent qu'il n'y a pas de géants, ce qui pour beaucoup a sonné comme les élites essaient encore de cacher la vérité. Parce que s'il y a une chose que les humains aiment plus qu'une bonne histoire, c'est le sentiment de savoir quelque chose que les autorités ne veulent pas qu'ils sachent. Et les journaux? Ils n'ont jamais publié de démenti. Pourquoi? Parce que des scientifiques confirment la découverte banale de squelettes humains normaux dans le Nevada ne fait pas vendre de papier. Des géants de 12 pieds découverts dans une grotte mystérieuse, ça fait vendre. Une fois l'histoire sensationnelle diffusée, il n'y avait aucune incitation commerciale à la corriger. De plus, l'infrastructure touristique était déjà en place. Des gens avaient investi de l'argent dans des expositions, des brochures, des visites guidées. Des guides touristiques locaux avaient bâti des carrières entières en racontant l'histoire des géants. Les hôtels commercialisaient des forfaits de voyage sur le thème du mystère. Une petite ville du Nevada avait trouvé une ressource économique rare, une légende qui attirait les visiteurs. Vous pensez qu'ils allaient renoncer à tout cela simplement parce qu'un professeur d'université a dit que ce n'était pas vrai? Et voici la partie la plus révélatrice. Au fil des décennies, l'histoire des géants ne s'est pas affaiblie. Elle a évolué. Dans les années 1950 et 60, alors que la culture ovni et alien prenait son essor, certaines versions de la légende de Lovelock ont commencé à inclure des implications extraterrestres. Peut-être que les géants étaient des visiteurs d'un autre monde. Dans les années 1970 et 80, à mesure que les théories du complot gouvernemental se démocratisaient, l'histoire a pris un nouvel angle. Peut-être que le gouvernement cachait des preuves de l'existence de géants pour étouffer le véritable passé de l'Amérique. Dans les années 2000 et 2010, quand Internet a permis à n'importe qui ayant une théorie d'atteindre des millions de personnes, la grotte de Lovelock est devenue une pierre angulaire du mouvement de l'archéologie interdite. Des sites entiers étaient consacrés au catalogage des supposées suppressions gouvernementales de découvertes de géants. Des photos des véritables artefacts de Lovelock étaient utilisées comme preuves, mais désormais accompagnées de narrations dramatiques sur des dissimulations et des mystères cachés. Et aujourd'hui, à l'instant même où vous écoutez ceci, des millions de personnes croient qu'il y avait des géants dans la grotte de Lovelock. Elles croient que le gouvernement a scellé la grotte pour cacher la vérité. Elles croient qu'il existe une dissimulation massive de preuves historiques réelles. Non pas parce que les preuves soutiennent cette croyance, mais parce que l'histoire fonctionne. Elle fonctionne psychologiquement. Elle fonctionne émotionnellement.
Elle fonctionne socialement. Elle se connecte aux légendes indigènes, ce qui lui confère une authenticité culturelle. Elle défie l'autorité, ce qui lui donne un attrait rebelle. Elle suggère qu'il y a des secrets cachés, ce qui lui donne un magnétisme intellectuel. Comprendre pourquoi les gens ont cru aux mensonges en révèle plus sur la psychologie humaine que l'archéologie ne le pourrait jamais. Car il ne s'agit pas d'ossements. Il s'agit de la façon dont les humains construisent du sens. Comment nous traitons l'information. Comment nous choisissons ce que nous voulons croire lorsque la vérité est moins excitante que la fiction. Et voici la partie vraiment inquiétante. Le même schéma qui a créé le mythe des géants en 1911 crée de la désinformation virale aujourd'hui. Le même mécanisme psychologique. La même résistance à la correction. La même préférence pour des récits émotionnellement satisfaisants plutôt que pour des conclusions scientifiquement exactes. Une fois que vous voyez le mécanisme, impossible de ne plus le voir. Vous commencez à le remarquer partout, dans les gros titres des réseaux sociaux, dans les théories du complot, dans le marketing politique, dans la façon dont les histoires se propagent, se transforment, deviennent résistantes aux preuves. La légende de la grotte de Lovelock ne concerne pas seulement une grotte au Nevada. C'est une étude de cas sur le fonctionnement de la désinformation. Comment elle se propage? Comment elle survit? Et comment, une fois établie, elle peut durer un siècle ou plus, malgré des réfutations scientifiques complètes et répétées. Loud a prouvé qu'il n'y avait pas de géants. Mais il n'a pas réussi à le prouver aux gens qui ne voulaient en pas y croire. Et c'est là que réside le véritable mystère. Ce n'est pas archéologique, c'est psychologique. Pourquoi choisissons-nous de croire ce que nous croyons? Comment déterminons-nous ce qui est vrai quand la vérité contredit ce que nous voulons être vrai? Et que faisons-nous lorsque l'histoire la plus séduisante est la moins exacte? Ce sont les questions qui empêchent les scientifiques de dormir la nuit. Car peu importe le nombre de preuves que vous avez, peu importe la minutie avec laquelle vous documentez, peu importe la respectabilité de votre institution, si l'histoire que vous contredisez est émotionnellement plus puissante que la vérité que vous présentez, vous avez déjà perdu. Et le plus fascinant? Ce n'est pas exclusif à la grotte de Lovelock, c'est humain, c'est nous tous. Nous le faisons tout le temps, avec toutes sortes d'informations, dans tous les domaines de la vie. Comprendre cela ne vous rend pas immunisé, mais cela vous rend conscient. Et la conscience est le premier pas vers la résistance. Parce qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne la manipulation, une fois que vous voyez les schémas, une fois que vous reconnaissez les mécanismes psychologiques exploités, vous pouvez commencer à vous protéger. Et cette protection? Cette capacité à remettre en question ce qu'on vous dit, à exiger des preuves, à résister aux récits émotionnellement satisfaisants qui ne sont pas étayés par des faits, c'est la compétence la plus précieuse que vous puissiez développer dans le monde d'aujourd'hui. Car s'il y a une leçon que la grotte de Lovelock nous enseigne, ce n'est pas sur les géants. C'est sur nous. Sur notre vulnérabilité face à une bonne narration. Sur notre désir de mystère. Et sur la vigilance dont nous devons faire preuve lorsque quelqu'un nous raconte une histoire qui semble parfaitement conçue pour nous garder captivés. Les scientifiques ont prouvé que c'était un canular. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. La légende n'est pas morte. Elle a prospéré. Pensez-y un instant. Nous avons des décennies de preuves archéologiques solides. Nous avons les véritables restes préservés dans des musées ouverts au public. Nous avons des analyses médico-légales confirmant que les squelettes étaient de taille humaine normale, probablement Paiute ou Shoshoness. Et pourtant, si vous cherchez Géant Lovelock Cave, maintenant, vous trouverez des milliers de pages, de vidéos et de posts affirmant que des squelettes de 12 pieds ont été découverts et que le gouvernement les a cachés. Pourquoi ? Pourquoi des millions de personnes croient-elles à quelque chose qui a été définitivement démenti il y a des décennies? La réponse en dit plus sur l'esprit humain que n'importe quelle grotte ne le pourrait jamais. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Et je dois vous prévenir, une fois que vous aurez compris ce mécanisme, vous ne verrez plus jamais l'information de la même manière. Nos cerveaux sont des machines à créer des modèles. Nous avons évolué pour trouver du sens, des connexions, des récits cohérents dans tout ce que nous observons. C'est une stratégie de survie brillante. Lorsque nos ancêtres entendaient un bruissement dans l'herbe, ceux qui supposaient qu'il s'agissait d'un prédateur et s'enfuyaient avaient plus de chances de survivre que ceux qui attendaient pour vérifier. Le problème est que cette même capacité qui nous a maintenus en vie dans la savane nous rend maintenant vulnérables à quelque chose de bien plus dangereux, des récits convaincants. La légende de la grotte de Lovelock est le récit parfait. Elle a tout pour elle. Mystère archéologique.
anciennes légendes indigènes, artefacts géants, le gouvernement qui cache potentiellement des vérités, et la cerise sur le gâteau. Cela vous donne l'impression d'être intelligent parce que vous savez quelque chose que la plupart des gens sont censés ignorer. C'est irrésistible. Et voici la partie inquiétante. Plus vous vous investissez émotionnellement dans une croyance, plus il devient difficile d'accepter les preuves qui la contredisent. Les psychologues appellent cela le biais de confirmation. Mais c'est bien plus puissant que ce que le nom suggère. Lorsque quelqu'un passionné par l'histoire des géants voit les preuves scientifiques, son cerveau ne traite pas cela comme une nouvelle information à prendre en compte. Il le traite comme une menace pour ma vision du monde contre laquelle je dois me défendre. C'est involontaire, c'est automatique, et nous le faisons tous. Pensez-vous que David Pugh et James Hart, ces mineurs qui ont découvert la grotte en 1911, étaient des menteurs malveillants? Probablement pas. Il est plus probable qu'ils aient trouvé quelque chose de véritablement inhabituel, comme ces sandales de 15 pouces, et que leur esprit ait comblé le reste de l'histoire avec ce qui semblait logique à l'époque. Surtout quand les entrepreneurs du tourisme sont apparus en agitant des billets et en disant « Racontez-nous en plus sur les géants ». C'est une dynamique humaine universelle, peu importe la culture ou l'époque. Et les journaux? Ils n'essayèrent pas nécessairement de tromper qui que ce soit. Ils donnaient aux gens ce qu'ils voulaient, une histoire passionnante, une histoire qui fait vendre du papier, une histoire qui fait parler les gens. La légende s'est répandue parce qu'elle satisfaisait quelque chose de profond dans la psychologie humaine. Le désir de mystère, le besoin de sentir qu'il y a plus dans le monde que l'ordinaire, l'attrait pour les récits de connaissances interdites. Et une fois ce récit établi, quelque chose de fascinant s'est produit. L'infrastructure économique s'est développée autour de lui. Pensez-y. Au début du XXe siècle, le tourisme au Nevada dépendait d'histoires palpitantes. La grotte de Lovelock est devenue une attraction. Des gens ont écrit des livres, des entrepreneurs ont vendu des visites, des musées ont exposé les artefacts avec des descriptions dramatiques. Toute cette infrastructure avait un intérêt financier à maintenir la légende en vie. Pas par une conspiration malveillante, mais par des incitations économiques simples et directes. Si vous gagnez votre vie en vendant des visites de la grotte des géants, vous n'avez aucune motivation pour promouvoir l'explication ennuyeuse selon laquelle ce n'étaient là que des humains normaux. Et voici la partie qui va vous faire réfléchir. Cela ne s'est pas arrêté au XXe siècle. Allez sur YouTube maintenant, TikTok, Instagram ou n'importe quelle plateforme vidéo. Cherchez « Géant Lovelock Cave » ou « Squelette géant gouvernement caché ». Peu importe que vous soyez en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs dans le monde français. Vous trouverez des vidéos avec des centaines de milliers, parfois des millions de vues. Des vidéos publiées ces derniers mois. Certaines publiées cette semaine. Ces créateurs de contenu ne sont pas nécessairement des menteurs. Beaucoup d'entre eux croient sincèrement ce qu'ils disent. Mais ils bénéficient aussi d'une vérité qui dérange sur les plateformes modernes. Le contenu sensationnel performe mieux que le contenu précis. L'algorithme ne fait pas la différence entre la vérité et la fiction. Il sait seulement ce qui retient l'attention des gens. Et des archéologues trouvent une grotte intéressante au Nevada ne fait pas le poids face à « le gouvernement cache un squelette de géant de 12 pieds trouvé dans une grotte scellée pour toujours ». La même psychologie qui a poussé les journaux de 1911 à publier des histoires sensationnelles sur des géants fait aujourd'hui accumuler des vues astronomiques aux vidéos virales. Les mécanismes ont changé. La vulnérabilité humaine est restée exactement la même. Et ce n'est pas tout. Quand vous regardez l'une de ces vidéos et que vous y croyez, vous ne faites pas que consommer de l'information. Vous devenez une partie de l'infrastructure de distribution. Vous partagez avec des amis. Vous commentez pour défendre le récit. Vous devenez un nœud dans le réseau qui maintient la légende en vie. Pas par malice, mais parce que le contenu a activé quelque chose en vous. La curiosité. L'indignation face à la dissimulation supposée. Le plaisir de sentir que vous êtes éveillé à des vérités que les autres ne voient pas. Ce sont les mêmes déclencheurs psychologiques qui fonctionnaient il y a plus de 100 ans. Et ils fonctionnent encore mieux maintenant. Parce que nous avons une technologie qui amplifie les récits palpitants à une vitesse dont les entrepreneurs du tourisme de 1912 n'auraient jamais pu rêver. Voici quelque chose qui va vous retourner le cerveau. Le schéma exact qui a créé le mythe des géants en 1911 crée de la désinformation virale aujourd'hui. La recette est la même. Prenez un grain de vérité réel, ajoutez des éléments mystérieux, présentez cela comme un savoir interdit que ils ne veulent pas que vous sachiez,
et distribuez-le via des canaux qui récompensent l'engagement émotionnel plus que l'exactitude factuelle. Une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la légende de la grotte de Lovelock n'a pas survécu seulement grâce à la désinformation passive. Elle a survécu grâce à un récit supplémentaire qui l'a rendue encore plus puissante. Le récit de la dissimulation gouvernementale. Vous avez déjà entendu cette version. Le gouvernement a confisqué les squelettes. Ils ont scellé la grotte pour toujours pour cacher la vérité. Ils ne veulent pas que vous sachiez pour les géants car cela prouverait que l'histoire est fausse. C'est brillant d'un point de vue narratif, parce que cela transforme toute absence de preuve en preuve du complot. Vous ne trouvez pas les squelettes de 3,60 m? C'est parce que le gouvernement les a cachés. La grotte est vide quand vous la visitez. C'est parce qu'ils ont tout enlevé. Les scientifiques disent qu'il n'y avait pas de géants. Évidemment, ils sont complices de la dissimulation. C'est un récit infalsifiable. Peu importe les preuves que vous présentez, l'histoire s'adapte pour les intégrer au complot. Et l'effet psychologique est dévastateur. Cela donne aux gens le sentiment que remettre en question le récit officiel est un acte de courage, de résistance, une quête de vérité face à des forces puissantes qui veulent vous maintenir dans l'ignorance. C'est émotionnellement satisfaisant d'une manière que les archéologues ont fait leur travail correctement et ont trouvé des restes humains normaux ne pourra jamais l'être. Mais voici la réalité. Le gouvernement n'a pas scellé la grotte de Lovelock. Ils ont fait tout le contraire. Le 24 mai 1984, la grotte de Lovelock a été officiellement désignée comme site historique national. Pas scellée à jamais. Préservée, protégée, inscrite au registre historique américain. Vous pouvez la visiter. Ce n'est pas secret. Ce n'est pas interdit. C'est un site archéologique protégé, comme des milliers d'autres aux États-Unis. Les artefacts, ils sont au musée Humboldt à Winnemucca, dans le Nevada. En exposition publique. Vous pouvez y aller maintenant et les voir de vos propres yeux. Les sandales de 38 cm, les textiles, les restes humains, tout est là. Tout est disponible pour inspection publique. Il n'y a pas de dissimulation, pas de suppression, pas de grotte scellée cachant des vérités interdites. Mais des millions de personnes croient que si. Pourquoi? Pourquoi, alors que la réalité est vérifiable et accessible, la légende de la suppression gouvernementale est-elle tellement plus puissante? Parce que la vérité sur la grotte de Lovelock ne concerne pas la grotte. Elle nous concerne, nous, le fonctionnement de notre esprit, ce qui nous pousse à croire, ce qui nous pousse à partager, notre vulnérabilité face aux récits qui font appel à nos émotions les plus profondes, le désir de mystère, la méfiance envers l'autorité, le plaisir de sentir que nous savons quelque chose que les autres ignorent. Et cette vulnérabilité n'a pas disparu avec l'ère numérique. Elle a été amplifiée. L'infrastructure qui maintenait la légende vivante en 1920 n'était rien comparée à celle qui la maintient en vie aujourd'hui. Les entrepreneurs touristiques vendaient quelques centaines de billets. Aujourd'hui, les vidéos YouTube sur la grotte de Lovelock cumulent des millions de vues. Les livres sur les géants deviennent des best-sellers dans le monde entier. Les podcasts consacrés à l'archéologie interdite ont des audiences plus larges que de nombreux médias traditionnels, notamment en France et en Europe. Un contenu créé aux États-Unis se propage instantanément à la francophonie mondiale. L'économie de la désinformation a grandi, et la grotte de Lovelock n'est qu'un exemple dans un écosystème bien plus vaste. Alors, pourquoi des millions de gens croient-ils le contraire de la réalité vérifiable? Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. Ce n'est pas parce qu'ils sont crédules. C'est parce que le cerveau humain est programmé pour préférer les récits cohérents et émotionnellement satisfaisants aux vérités ennuyeuses et complexes. Et l'environnement informationnel moderne, les algorithmes des réseaux sociaux, les incitations économiques des créateurs de contenu, la fragmentation des sources d'autorité fiables, tout cela a parfaitement exploité cette vulnérabilité. Le gouvernement n'a pas scellé la grotte, ils l'ont préservée. Mais pourquoi des millions de gens croient-ils le contraire? Parce que le gouvernement préserve correctement un site historique. Ce n'est pas une histoire qui active vos émotions. Ça ne vous donne pas l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Ça ne procure pas ce frisson de découvrir une vérité cachée. Ça n'offre pas la satisfaction de défier l'autorité. Le gouvernement scelle une grotte pour toujours pour cacher des géants. Ça fait tout ça. Et c'est pour ça que cette version gagne. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est irrésistible. Et maintenant, vous savez, vous comprenez le mécanisme, vous voyez comment ça marche. La question est, que faites-vous de ce savoir? Parce que la même vulnérabilité qui pousse les gens à croire aux géants de Lovelock les pousse à croire à des milliers d'autres récits. Certains inoffensifs,
certains dangereux, tous exploitant les mêmes schémas psychologiques. Comprendre cela ne vous rend pas immunisé, mais cela vous donne une chance de faire une pause, de demander « Pourquoi est-ce que je crois à ça ? Est-ce parce que les preuves sont solides ou parce que l'histoire est émotionnellement satisfaisante ?» Cette protection, cette capacité à remettre en question ce qu'on vous dit, à exiger des preuves, à résister aux récits émotionnellement satisfaisants qui ne sont pas étayés par des faits, c'est la compétence la plus précieuse que vous puissiez développer dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a une dernière couche à cette histoire que nous devons examiner. Car même maintenant, après tout ce que vous avez appris, un récit encore plus puissant circule. Le récit selon lequel ils ne veulent pas que vous sachiez qu'il y a des forces qui travaillent activement pour supprimer cette information, que le simple fait que vous regardiez cette vidéo est un acte de rébellion contre la censure. Est-ce vrai ? Le gouvernement a-t-il vraiment scellé la grotte de Lovelock pour toujours, comme le suggère le titre ? Enquêtons sur cette affirmation, car la réponse révélera la couche finale du mécanisme qui maintient cette légende en vie depuis plus d'un siècle. Alors allons droit au but. L'affirmation selon laquelle le gouvernement a scellé la grotte de Lovelock pour toujours est la pièce finale du puzzle. C'est l'élément qui transforme une histoire d'entrepreneurs exploitant des touristes en 1911 en une conspiration moderne. C'est ce qui vous fait cliquer. C'est ce qui vous fait partager. C'est ce qui vous fait croire que vous découvrez quelque chose que des forces puissantes ne veulent pas que vous sachiez. Mais voici ce qui s'est réellement passé. Le 24 mai 1984, le gouvernement des États-Unis a fait quelque chose avec la grotte de Lovelock. Quelque chose d'officiel, quelque chose de documenté. Quelque chose que vous pouvez vérifier dès maintenant, si vous voulez mettre cette vidéo en pause et chercher. Ils l'ont désigné comme site du registre national des lieux historiques. Ils ne l'ont pas scellé, ils l'ont préservé. Et il y a une énorme différence entre ces deux mots, une différence que les créateurs de contenu sensationnalistes confondent délibérément, parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Préserver signifie protéger quelque chose pour que le public puisse y accéder. Dissimuler signifie cacher quelque chose pour que le public ne puisse pas y accéder. La grotte de Lovelock est ouverte au public. Les artefacts ne sont pas cachés dans un entrepôt secret du gouvernement. Ils sont exposés au musée Humboldt à Winnemucca, dans le Nevada. Vous pouvez les visiter dès maintenant. Vous pouvez les photographier. Vous pouvez les examiner en personne. Les sandales géantes de 38 cm au musée. Les crânes qui semblaient énormes lorsqu'ils étaient présentés sous un angle spécifique par des entrepreneurs touristiques en 1911. Au musée. Les empreintes de mains sur les parois de la grotte qui ont alimenté la légende. Toujours là, dans la grotte, accessibles au public. Alors où est le scellement ? Où est la dissimulation ? Où est la conspiration gouvernementale pour cacher la vérité sur les géants en Amérique ? Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Mais qualifier la grotte de « scellée à jamais » transforme une histoire touristique du début des années 1900 en une bataille épique entre vous, le chercheur de vérité, et eux, les forces de la dissimulation. Et ce récit est absolument irrésistible. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous voyez un titre disant « Le gouvernement a scellé cela pour toujours », 3 choses se produisent simultanément dans votre cerveau. Premièrement, vous supposez qu'il doit y avoir quelque chose d'important qui est caché. Pourquoi le gouvernement dépenserait-il des ressources pour sceller quelque chose sinon ? Deuxièmement, vous vous sentez partie d'un groupe d'élite qui brise cette dissimulation simplement en regardant la vidéo. Vous n'êtes pas un mouton passif qui consomme l'information grand public. Vous êtes un rebelle qui enquête sur des vérités interdites. Troisièmement, vous anticipez une révélation. L'acte même de cliquer semble déverrouiller un savoir secret. Mais voici la réalité. Le gouvernement n'a pas scellé la grotte de Lovelock, car il n'y avait rien à sceller. Les restes squelettiques étaient de taille normale, identifiés comme Paiute ou Shoshoness par analyse médico-légale. Les artefacts étaient intéressants d'un point de vue archéologique, mais ne prouvaient pas l'existence de géants. La désignation comme site historique en 1984 était un acte bureaucratique standard de préservation culturelle et non une dissimulation. Pourtant, entre novembre 2025 et janvier 2026, des vidéos utilisant la structure de découverte interdite sur la grotte de Lovelock ont généré chacune entre 150 000 et 753 000 vues. Des vidéos présentant la vraie science, expliquant la véritable histoire archéologique, reconnaissant qu'il n'y avait pas de géants. Elles atteignent à peine 10 000 vues. L'algorithme ne récompense pas la précision. Il récompense l'engagement. Et rien ne génère de l'engagement comme un bon récit de conspiration.
Maintenant, il est important de comprendre que la grotte de Lovelock n'est pas unique à cet égard. Elle fait partie d'une tendance beaucoup plus large qui a atteint son apogée en décembre 2025, une vague de contenu sur l'archéologie interdite, qui inclut la théorie de la Tartarie, les récits de déluge de boue, les civilisations perdues, effacées de l'histoire, et bien sûr, les géants. Tous ces récits partagent la même architecture. Il existe une vérité officielle, nous dit-on, contrôlée par des institutions établies comme le gouvernement, les universités et les médias grand public. Et puis il y a la vraie vérité, cachée par ces institutions parce que, si vous saviez, cela subvertirait leur contrôle sur vous. Cette structure est psychologiquement puissante, car elle fait trois choses simultanément. Elle valide vos soupçons que quelque chose ne tourne pas rond avec les récits officiels. Vous avez l'impression que le monde n'a pas tout à fait de sens? Voici pourquoi, ils vous mentent. Elle offre une identité communautaire. Vous n'êtes pas seul avec vos doutes. Il y a des milliers, peut-être des millions d'autres personnes qui voient de clair dans les mensonges. Vous êtes les éveillés, ceux qui questionnent, ceux qui savent. Et elle donne un but. En regardant cette vidéo, en la partageant, en enquêtant par vous-même, vous luttez contre la dissimulation. Vous êtes du côté de la vérité. Le problème est que la grotte de Lovelock révèle que toute cette architecture est bâtie sur des mensonges depuis le début. Pas seulement des mensonges sur les squelettes, ce que nous avons établi dans les 20 premières minutes de cette vidéo, mais des mensonges sur la dissimulation elle-même. Car si le gouvernement voulait vraiment cacher la grotte de Lovelock, pourquoi la désignerait-il officiellement comme lieu historique national? Pourquoi permettre à un musée public d'exposer les artefacts ouvertement? Pourquoi laisser la grotte elle-même accessible aux visiteurs? La réponse est simple. Il n'y a rien à cacher. Mais admettre cela détruit le récit. Alors les créateurs de contenus sensationnalistes inversent simplement la réalité. La préservation devient dissimulation. L'accès public devient couverture gouvernementale. Un dossier archéologique banal devient une preuve interdite. Et ça marche parce que le récit de conspiration est émotionnellement plus satisfaisant que la vérité banale. Pensez-y. Qu'est-ce qui est le plus excitant? Apprendre que quelques entrepreneurs touristiques en 1911 ont exagéré la taille d'artefacts normaux pour gagner de l'argent. Ou croire que vous découvrez des preuves d'une race perdue de géants que le gouvernement tente désespérément de cacher. L'une est de l'histoire. L'autre est une aventure. L'une exige un esprit critique. L'autre offre une gratification émotionnelle immédiate. Maintenant, vous pensez peut-être, mais s'il y avait vraiment une conspiration? Et si le gouvernement cachait quelque chose et faisait simplement semblant de préserver? C'est une question légitime. Et c'est exactement pour cela que le récit du complot est si résilient. Parce que toute preuve contre lui peut être réinterprétée comme faisant partie du complot. Le gouvernement dit que la grotte est ouverte. Ils mentent. Les artefacts sont exposés au public. Ce sont des faux. Les vrais sont cachés. Les scientifiques confirment que les squelettes étaient de taille normale. Ils font partie de la dissimulation. C'est la caractéristique définitive d'une théorie du complot infaillible. Elle ne peut être réfutée car toute preuve contraire est réinterprétée comme une confirmation supplémentaire du complot. Mais voici ce que cette structure logique révèle. Si une affirmation ne peut être réfutée, elle ne peut pas non plus être confirmée. Elle devient immunisée contre les preuves, ce qui signifie que ce n'est pas une enquête, c'est une croyance. Et les croyances ne requièrent pas de preuves. Elles requièrent la foi. Maintenant, soyons absolument clairs. Les vrais complots existent. Les gouvernements cachent des informations. Les institutions puissantes mentent. Ce n'est pas controversé. C'est un fait historique bien documenté. Regardez la censure en France pendant les années 1940, ou les expériences médicales non éthiques, ou même les scandales récents d'État. L'histoire nous enseigne de rester vigilants. Mais la grotte de Lovelock n'est pas l'un de ces cas. Nous le savons parce que chaque élément de preuve prétendument supprimé est accessible au public. Nous le savons parce que chaque affirmation extraordinaire sur des squelettes de plus de 3 mètres remonte à des entrepreneurs touristiques essayant de gagner de l'argent en 1911. Nous le savons parce que des analyses scientifiques ont été menées à plusieurs reprises au fil des décennies et ont confirmé la même chose à chaque fois. Des restes humains normaux. La vraie question n'est pas « Pourquoi le gouvernement cache-t-il les géants ?» La vraie question est « Pourquoi tant de créateurs de contenu en 2025 et 2026 continuent-ils de promouvoir un mensonge datant de 1911 ?» Et la réponse réside dans les chiffres. Entre novembre 2025 et janvier 2026, les vidéos sur la Tartarie,
Les géants et l'archéologie interdite ont généré des millions de vues cumulées. Elles génèrent des clics, elles génèrent des partages, elles génèrent des revenus publicitaires. La structure de la découverte interdite ne vend pas la vérité. Elle vend de l'émotion, elle vend une identité, elle vend le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Un mouvement mondial de chercheurs de vérité luttant contre la suppression institutionnelle. Et voici la partie la plus troublante. Ça marche même quand vous savez que c'est de la manipulation. Même maintenant, après que je vous ai expliqué exactement comment fonctionne le récit du complot, une partie de vous veut encore croire qu'il y a quelque chose de plus dans la grotte de Lovelock. Parce que le récit complotiste offre quelque chose que la vérité banale n'offre pas. Du sens. Cela ne vous rend pas stupide. Cela fait de vous un humain. Nos esprits sont programmés pour détecter des modèles, suspecter la tromperie et rechercher un sens caché. C'était des traits de survie évolutifs. Le problème est que nous vivons dans un environnement informationnel conçu pour exploiter précisément ces instincts. Alors voilà où nous en sommes. Nous comprenons pourquoi les entrepreneurs touristiques ont exagéré les artefacts en 1911. Nous comprenons pourquoi les journaux ont amplifié l'histoire sans vérification. Nous comprenons pourquoi les gens ont cru au récit des géants malgré les preuves scientifiques. Et nous comprenons maintenant pourquoi les créateurs de contenu modernes continuent de promouvoir la légende. Parce que la structure du complot est psychologiquement irrésistible et algorithmiquement récompensée. Mais comprendre pourquoi le mensonge fonctionne est la connaissance la plus puissante que vous puissiez avoir. Parce qu'une fois que vous voyez le modèle, vous le voyez partout. Pas seulement dans la grotte de Lovelock. Pas seulement dans l'archéologie interdite. Mais dans n'importe quel récit qui présente la préservation comme une suppression. L'accès public comme une dissimulation, et votre propre crédulité comme de l'héroïsme. La vraie connaissance, la vraie vérité que quelqu'un pourrait réellement vouloir vous cacher, est la suivante. Vous êtes vulnérable à la manipulation. Nous le sommes tous. Et les créateurs de contenu qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui disent la vérité. Ce sont ceux qui comprennent votre psychologie assez bien pour l'exploiter. Mais voici la bonne nouvelle. Maintenant vous comprenez aussi, et cela change tout. Maintenant vous comprenez l'architecture complète du mythe de Lovelock. Vous voyez comment des mineurs ont découvert une grotte en 1911. Comment des entrepreneurs touristiques ont transformé des artefacts normaux en géants de 4 mètres. Comment les journaux ont amplifié des mensonges sans vérification. Comment le cerveau humain préfère les histoires captivantes aux vérités inconfortables. Et comment le récit du gouvernement a tout scellé pour toujours a transformé la préservation en suppression. Mais comprendre comment cela fonctionne n'est que la première étape. Car cette architecture n'est pas confinée au passé. Elle est active en ce moment même. Dans chaque vidéo que vous regardez, dans chaque article que vous lisez, dans chaque publication que vous partagez. Et cela nous amène à la question la plus importante de toutes. Que faites-vous de ce savoir? Car voici la vérité. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous venez de voir. Maintenant que vous reconnaissez le modèle, vous le verrez partout. Et ce n'est pas juste de la théorie. Laissez-moi vous montrer exactement comment. Premièrement, vous apprenez à identifier les récits sensationnalistes grâce à des signes spécifiques. Et ces signes sont incroyablement cohérents. Signe numéro 1. Le langage de l'exclusivité artificielle. Des phrases comme « Ils ne veulent pas que vous le sachiez »,« Découverte interdite » ou « Le gouvernement a scellé ça pour toujours ». Ces constructions créent l'illusion d'un savoir restreint alors que l'information est accessible au public. À Lovelock, les artefacts se trouvent au musée Humboldt à Winnemucca, dans le Nevada. La grotte est un site historique national depuis le 24 mai 1984. N'importe qui peut la visiter. Mais « Découverte interdite » génère des centaines de milliers de vues. Signe numéro 2. Absence de détails vérifiables. Les histoires sensationnalistes fournissent rarement des noms complets, des dates précises ou des lieux spécifiques permettant une vérification indépendante. Elles disent « Des scientifiques ont découvert » sans nommer les scientifiques. Le gouvernement a caché, sans préciser quelle agence, quand ou via quel document. Comparez cela avec le cas réel de Lovelock. David Pugh et James Hart ont découvert la grotte lors d'opérations d'extraction de guano en 1911. L. Loud du musée d'anthropologie de l'Université de Californie a mené des fouilles formelles. Le comté de Humboldt, au Nevada, est l'emplacement exact. Ce sont des détails vérifiables. Lorsque vous ne pouvez pas vérifier, vous devez remettre en question. Signe numéro 3. Inversion de la charge de la preuve. Les récits manipulateurs placent le fardeau de la réfutation sur le sceptique au lieu d'exiger des preuves de celui qui affirme.
Vous ne pouvez pas prouver que les géants n'existaient pas, est un argument structurellement malhonnête. L'absence de preuve n'est pas une preuve de complot, c'est simplement une absence de preuve. Signe numéro 4. Appel à des preuves manquantes ou détruites. Tous les squelettes ont été confisqués, ou les documents ont été détruits, ou les témoins ont été réduits au silence. Ces affirmations sont fondamentalement infalsifiables. Vous ne pouvez pas prouver que quelque chose n'a pas été détruit. Mais l'existence d'archives publiques, d'expositions de musées et de sites historiques préservés contredit directement ces récits. Signe numéro 5. Exploitation d'anomalies explicables. Des sandales de 15 pouces semblent géantes jusqu'à ce que vous découvriez les pratiques cérémonielles ou les raquettes à neige. Les crânes qui paraissent énormes sur des photos mal mises à l'échelle sont de taille humaine normale lorsqu'ils sont mesurés. L'exploitation dépend du fait que vous n'enquêtiez pas plus profondément. Maintenant. Une fois que vous reconnaissez ces signes, vous avez besoin d'une méthodologie pour remettre en question les arguments d'autorité. Et cette méthodologie est plus simple que vous ne le pensez. Étape 1. Identifiez la source primaire. N'acceptez pas les interprétations de seconde ou troisième main. Allez au document original, à l'étude scientifique réelle, au rapport gouvernemental authentique. À Lovelock, les sources primaires sont les rapports de fouilles de L.L. Loud, les désignations de sites historiques nationaux et les catalogues de musées. Tous sont accessibles au public. Quand quelqu'un dit « des scientifiques ont prouvé », demandez « quels scientifiques, dans quelle étude, publié où ». Étape 2. Examinez les références et les motivations. Qui fait cette affirmation? Ont-ils une expertise pertinente? Ont-ils des incitations financières? Les créateurs de contenu gagnent de l'argent grâce aux vues. Les titres sensationnalistes génèrent plus de vues. Les entrepreneurs touristiques du début des années 1900 gagnaient de l'argent en emmenant les gens voir des squelettes géants. Les incitations façonnent les récits. Étape 3. Cherchez une confirmation indépendante. Une seule source faisant une affirmation extraordinaire n'est pas une preuve suffisante. De multiples sources indépendantes utilisant différentes méthodologies et parvenant à la même conclusion sont bien plus solides. L'analyse anthropologique, médico-légale, les documents historiques, l'archéologie moderne et l'ethnographie de la tribu Paiute confirment tous indépendamment. Les restes étaient humains, de taille normale. Étape 4. Appliquez le rasoir d'Occam avec honnêteté intellectuelle. C'est la méthode cartésienne enseignée depuis Descartes dans les écoles françaises. L'explication la plus simple qui correspond à toutes les preuves disponibles est probablement la bonne. Qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'il ait existé une race de géants de 4 mètres ayant vécu en Amérique du Nord, n'ayant laissé aucune preuve génétique, aucun dossier squelettique authentifié et aucun artefact confirmé malgré un siècle d'archéologie professionnelle. Ou que des entrepreneurs touristiques du début des années 1900 aient exagéré des découvertes normales à des fins lucratives, et que le cerveau humain ait trouvé l'histoire des géants plus fascinante que la vérité. Étape 5. Soyez prêts à changer d'avis. C'est la différence entre chercher la vérité et défendre une position. Si de nouvelles preuves apparaissent et contredisent votre compréhension actuelle, vous ajustez votre compréhension. L'attachement dogmatique à n'importe quel récit, y compris le scepticisme, est intellectuellement malhonnête. Maintenant. Appliquons cela à l'environnement moderne de l'information. Car Lovelock n'est pas un cas isolé. C'est un modèle. Considérez la tendance des « découvertes interdites » qui a dominé YouTube de novembre 2025 à janvier 2026. Des vidéos sur la Tartarie, les géants et l'archéologie interdite ont régulièrement atteint 150 000 à 753 000 vues. La formule est identique à celle de Lovelock. Prendre des anomalies explicables, ajouter un récit de suppression gouvernementale, envelopper le tout dans un langage d'exclusivité. Le schéma est le même. Seuls les détails changent. Ou considérez le contenu viral des réseaux sociaux. Combien de choses que vous voyez ont été conçues en utilisant ces mêmes techniques psychologiques? Biais de confirmation. Ingénierie de la preuve sociale. Activation du biais d'autorité. Création de dissonance cognitive. Chacun est un outil de manipulation de l'attention. Voici quelque chose qui va changer votre façon de consommer l'information. Chaque fois que vous ressentez cette impulsion de cliquer, de partager ou de croire à quelque chose immédiatement, arrêtez-vous pendant 3 secondes. 3 secondes. Et demandez-vous, pourquoi cela me fait-il ressentir cela?
Qu'est-ce que ce récit active en moi? De la curiosité, de la colère, de la validation, de la peur. Car les créateurs de contenu qui réussissent ne sont pas ceux qui disent la vérité. Ce sont ceux qui comprennent suffisamment bien votre psychologie pour l'exploiter. Ce n'est pas un jugement. C'est une observation. Et une fois que vous voyez le mécanisme, vous avez le choix. Vous pouvez consommer de manière réactive, en laissant des récits conçus vous guider à travers des déclencheurs émotionnels. Ou vous pouvez consommer activement, en reconnaissant les schémas, en posant les questions, en exigeant les preuves. Et cela nous amène à la leçon finale de Lovelock, la leçon qui change tout. Les vrais géants n'étaient pas dans la grotte, ils ne l'ont jamais été. Les vrais géants sont ceux qui remettent en question ce qu'on leur dit, qui enquêtent par eux-mêmes et qui refusent d'être manipulés. Vous en faites partie désormais. Vous voyez maintenant les rouages derrière le mythe. Vous reconnaissez les signes des récits sensationnalistes. Vous possédez la méthodologie pour remettre en question les arguments d'autorité. Et le plus important, vous pouvez appliquer cela à l'ensemble de l'environnement moderne de l'information. Cette connaissance ne vous rend pas immunisé contre la manipulation. Personne n'est totalement immunisé, mais elle vous rend nettement plus résistant. Et c'est la résistance qui compte. Car voici la vérité sur la grotte de Lovelock que personne ne dit. Le véritable héritage n'est pas la légende des géants, c'est la leçon de pensée critique. Chaque personne qui entend cette histoire et apprend à questionner, à enquêter et à exiger des preuves devient un peu plus difficile à manipuler. Multiplié par des millions de personnes au fil des décennies, cela change les cultures. David Pugh et James Hart ont découvert une grotte en 1911 alors qu'ils extrayaient du guano. Ils pensaient avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Peut-être l'ont-ils fait. Mais ce n'étaient pas les géants. C'était l'occasion d'enseigner aux générations futures comment fonctionne la désinformation. Loud a mené des fouilles formelles et a trouvé la vérité. Des restes humains de taille normale. Probablement des Paiutes ou des Shoshones. Mais la vérité ne pouvait pas rivaliser avec l'histoire. Alors l'histoire a survécu. À travers les journaux. À travers les attractions touristiques. À travers les livres et les émissions de télévision. À travers YouTube. À travers les réseaux sociaux. Mais maintenant, il y a un autre récit qui grandit aux côtés du mythe. Le récit de la compréhension. Comment il fonctionne. Pourquoi il persiste. Ce qu'il révèle sur la nature humaine. Et comment nous pouvons être meilleurs. Ce récit ne générera pas autant de vues que le gouvernement a scellé la grotte des géants pour toujours. Mais il créera quelque chose de plus précieux. Il crée des penseurs critiques, des enquêteurs, des sceptiques qui exigent des preuves mais restent ouverts aux nouvelles informations. Des gens qui comprennent que la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire dans un environnement d'information conçu pour l'exploitation est de consommer passivement. Le musée Humboldt à Winnemucca, dans le Nevada, expose toujours les artefacts. La grotte de Lovelock est toujours là dans le comté de Humboldt, désigné site historique national le 24 mai 1984. Tout le monde peut la visiter. Tout le monde peut voir les preuves. Et c'est l'opposé de la suppression. C'est de la préservation. Pour que les générations futures puissent apprendre. Pas seulement sur le peuple Paiute qui vivait dans cette région. Pas seulement sur les pratiques archéologiques du début des années 1900. Pas seulement sur la différence entre les preuves réelles et les mythes sensationnalistes, mais sur quelque chose de plus profond. Sur la vulnérabilité face à la manipulation. Nous le sommes tous, mais aussi sur la façon dont nous pouvons apprendre, grandir, nous améliorer. Voici ce que vous faites maintenant. Première chose, vous partagez cette connaissance. Pas seulement l'histoire de Lovelock, mais le modèle, les techniques, les signes. Chaque personne à qui vous apprenez à reconnaître les récits sensationnalistes rend l'écosystème de l'information un peu plus sain. Deuxième chose, vous pratiquez le scepticisme actif, pas le cynisme. Le scepticisme. Il y a une différence. Le cynisme rejette tout. Le scepticisme évalue tout. Quand vous voyez une affirmation extraordinaire, vous enquêtez. Vous cherchez des sources primaires. Vous vérifiez les références. Vous cherchez une confirmation indépendante. Vous appliquez honnêtement le rasoir d'Occam. Troisième chose, vous restez intellectuellement humble. Le fait de comprendre ce modèle ne signifie pas que vous êtes immunisé contre tous les modèles. De nouveaux surgiront. Vous tomberez parfois dans le panneau. Et quand vous le ferez, vous apprendrez et vous vous adapterez. Quatrième chose, vous exigez mieux des créateurs de contenu. Quand vous voyez des titres sensationnalistes conçus pour l'exploitation,
Vous ne les récompensez pas par des vues et des partages. Vous cherchez des créateurs qui fournissent des sources, admettent leurs incertitudes et privilégient la précision à l'engagement. Ces créateurs existent. Ils méritent votre soutien. Et cinquième chose, vous appliquez les mêmes normes au récit que vous voulez vrai. Car le biais de confirmation fonctionne dans toutes les directions. Vous êtes tout aussi vulnérable à croire des choses qui valident votre vision du monde que n'importe qui d'autre. Peut-être plus. Parce que vous pensez mieux savoir. Alors vous questionnez particulièrement les choses que vous voulez croire. Vous enquêtez particulièrement sur les récits qui vous font vous sentir bien. Vous êtes plus sceptique sur les informations qui confirment vos préjugés existants. C'est l'opposé de la façon dont la plupart des gens consomment l'information. Et c'est exactement pour cela que ça marche. Maintenant, vous vous dites peut-être, tout cela semble épuisant. Tout remettre en question, tout enquêter, exiger des preuves pour tout. Ne serait-il pas plus simple de faire confiance aux sources établies? Et voici la réponse. Il ne s'agit pas de tout remettre en question de la même manière. Il s'agit de reconnaître quand on est manipulé. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Les affirmations routinières de sources établies avec des méthodologies transparentes nécessitent moins d'examens minutieux. Vous calibrez votre scepticisme en fonction du contexte, mais vous gardez toujours le mécanisme actif, toujours prêt à demander, toujours disposé à enquêter, toujours exigeant des preuves quand quelque chose ne semble pas juste. Car voici ce que la grotte de Lovelock nous enseigne vraiment. La vraie vérité cachée, la vraie connaissance que quelqu'un pourrait véritablement vouloir vous cacher, n'est pas au sujet des géants. Ce n'est pas au sujet de grottes scellées. Ce n'est pas au sujet d'une conspiration gouvernementale. C'est ça. Vous êtes malléable. Votre pensée peut être façonnée. Votre attention peut être manipulée. Vos émotions peuvent être exploitées. Et les créateurs de contenu les plus performants de l'environnement moderne sont ceux qui comprennent votre psychologie suffisamment bien pour faire exactement cela. Mais voici la partie puissante. Maintenant, vous comprenez aussi. Et le savoir crée de la résistance. Pas une immunité parfaite. Personne ne l'a. Mais une résistance significative. Le genre qui fait de vous une proie bien plus difficile. L'héritage de la grotte de Lovelock, ce ne sont pas les géants qui n'ont jamais existé. C'est la génération de penseurs critiques qui ont appris à remettre en question, à enquêter, à exiger des preuves et à refuser d'être manipulés. Vous faites partie de cet héritage maintenant. Si cela a changé votre façon de voir l'information, vous devez regarder la vidéo que je vais vous recommander juste après. Parce que ces schémas sont partout. Et maintenant que vous pouvez les voir, vous ne pourrez plus vous empêcher de les voir. Mais c'est une bonne chose. Car voir les schémas est la première étape pour y résister. Les vrais géants sont les gens qui questionnent, qui enquêtent, qui refusent d'accepter des récits sensationnalistes sans preuve, qui comprennent leur propre vulnérabilité psychologique et utilisent cette compréhension pour construire une résistance. Vous êtes l'un d'eux maintenant. Et cela change tout.